Alors c'est vrai que le sujet de la mesure, il est central dans la transformation active d'une entreprise. Parce que si on ne mesure pas, on ne voit pas les progrès, on ne sait pas où sont les impacts, on a du mal à se fixer des priorités. C'est super d'avoir un score d'impact environnemental L'Oréal, mais c'est encore mieux quand on peut le comparer. On est en train de travailler vraiment nos stratégies de communication pour les rendre visibles et puis aussi les rendre désirables. On pense que c'est aussi notre rôle de mettre la force de ces marques. Je suis pleine d'espoir sur ce marché. On est vraiment en train de créer une catégorie de produits en plus qui est hyper identifiable. Nos flacons sont hyper beaux. C'est toujours plus cher de défricher, d'avoir quelque chose de nouveau, d'aller chercher, ce que je vous disais, des nouveaux ingrédients, des nouveaux matériaux d'emballage. Ce contenu est produit par Leaf Media et propulsé par Greenly. Greenly est une solution qui aide les entreprises à s'engager concrètement pour le climat. Alors, n'attendez plus pour rejoindre le mouvement des entreprises engagées. Bonjour et bienvenue sur Leaf. Leaf, c'est le média qui crée un espace de discussion pour tous les professionnels de la RSE ou ceux qui s'y intéressent de près. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Élodie Bernadi. Élodie Bernadi, c'est une actrice clé de la transformation durable chez L'Oréal. Elle est directrice RSE et développement durable de L'Oréal France. Elle est en charge de la réduction de l'impact environnemental et la promotion de l'éco-conception. Elle est aussi au conseil d'administration de Citeo, dans lequel elle œuvre pour l'amélioration de la gestion des déchets et de l'économie circulaire. À côté de ça, elle est aussi très engagée dans la communication responsable, comment transmettre des informations claires sur l'impact des produits qu'on consomme au quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'éco-conception, on va parler d'engagement consommateur et de comment une grande marque mondiale peut influencer des comportements à travers le monde. Bonjour Élodie. Bonjour Laetitia. Alors merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Je suis très curieuse d'en apprendre plus sur votre parcours et comment on devient une véritable influence sur les comportements des consommateurs. Alors, je dirais pas par hasard, c'est une suite un peu logique dans mon parcours qui a démarré de manière très standard par une école de commerce, début de carrière dans le marketing. Et puis, donc moi j'ai démarré chez Danone, j'ai fait un passage chez Rémy Cointreau et je suis arrivée chez L'Oréal en 2011. Et j'ai fait tout mon parcours à la division grand public de L'Oréal. Donc c'est toute la beauté qui est vendue en supermarché, hypermarché. Et mon dernier job, je dirais opérationnel business, j'étais DG de la marque Garnier en France, qui est une marque qu'on a profondément transformée à ce moment-là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'une marque qui s'engageait, qui améliorait clairement son empreinte environnementale sur toute sa chaîne de valeur, elle arrivait super bien à connecter non seulement avec les consommateurs, mais c'était aussi une marque qui devenait hyper attractive en interne. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ça à un niveau un peu plus transversal sur donc, nos 3 autres divisions, donc sur les 4 divisions de L'Oréal. Et puis, ça m'a ouvert complètement d'autres dimensions, des expertises que je méconnaissais chez L'Oréal. Et voilà, ça fait plus de 3 ans que j'y suis et je m'éclate. Super. Et alors, depuis tout ce temps, vous avez parlé un peu de l'évolution des consommateurs. Comment vous avez expérimenté cette évolution? Qu'est-ce qui a changé? Et comment ça a généré des projets comme de l'éco-conception ou autre? Alors, c'est vrai que chez L'Oréal, on n'a pas attendu que le consommateur réalise qu'il avait un impact pour nous réaliser qu'on en avait un. Donc, ça fait quand même plus de 20 ans que chez L'Oréal, on travaille justement à la réduction de nos impacts, que ce soit du point de vue de nos opérations, donc avoir des outils industriels optimisés, mais même que sur la création même de nouveaux métiers de la recherche et de l'innovation, qu'on appelle chez nous les green science, et qui travaillent en fait à la sortie de la pétrochimie depuis le milieu des années 90 exactement. Donc c'est vraiment cette prise de conscience de notre responsabilité qui a guidé en fait nos différents programmes de transfo durable. Et puis évidemment à la rencontre dernièrement, je dirais à plus court terme, d'une prise de conscience du citoyen français particulièrement, parce que c'est vrai que la France est quand même assez en avance par rapport à d'autres pays du monde sur cette prise de conscience qu'effectivement le monde va mal, que le dérèglement climatique nous touche et que ce que l'on consomme a un impact sur ce dérèglement climatique et bien au-delà sur les enjeux de l'eau, sur les enjeux de la biodiversité, enfin sur toutes les limites planétaires. Et donc s'engager avant que vos consommateurs le demandent, c'est ce qui a contribué à votre compétitivité sur ce sujet aujourd'hui? C'était nécessaire? Oui, c'est vrai que c'est un travail un peu dans l'ombre qui nous permet aujourd'hui justement de proposer un portefeuille de produits relativement bien éco-conçu, même si on est évidemment toujours dans une démarche de progrès. La cosméto du futur qui n'a pas d'impact n'existe pas aujourd'hui.
Mais c'est vrai qu'on a travaillé énormément sur la recyclabilité, sur le biosourcing de nos matières premières de packaging, enfin d'emballage, mais aussi évidemment sur nos ingrédients, leur sourcing, mais aussi effectivement le fait de travailler sur des ingrédients issus du vivant. Ok. Et alors en termes d'éco-conception, justement, vous avez mis en place en 2017 un score environnemental sur vos produits avec des règles assez strictes. Si je ne me trompe pas, c'est qu'on ne peut pas sortir un nouveau produit si il n'a pas une meilleure note que le produit précédent. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça? Comment vous avez mis en place le projet et comment ça vit aujourd'hui? Alors c'est vrai que le sujet de la mesure, il est central dans la transformation active d'une entreprise. Parce que si on ne mesure pas, on ne voit pas les progrès, on ne sait pas où sont les impacts, on a du mal à se fixer des priorités. Et donc c'est vrai que cet outil interne qu'on appelle SPOT, Sustainable Product Optimization Tool, calcule l'empreinte environnementale de nos produits sur toute leur chaîne de valeur, donc du sourcing de matières premières jusqu'à la fin de vie, et sur les 14 facteurs d'impact que nous donne la science environnementale. Et ça donne un indice, et c'est avec ça que travaillent nos équipes développement international, avec ce que vous disiez, cette règle chez L'Oréal qu'on ne lance pas un produit dont la note SPOT est inférieure à la génération précédente. Et c'est ce qui nous permet aussi de calculer la vitesse avec laquelle on accélère l'éco-conception du catalogue. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir un garde-fou pour nos équipes développement qui peuvent être séduites par une innovation, mais si sa note SPOT n'est pas bonne, elle ne sera pas lancée. Ouais. Et vous l'avez développé vous-même, le SPOT? Alors, c'est un outil interne, mais qui est je dirais aujourd'hui, de plus en plus partagé par l'industrie. Alors, ce n'est pas cet outil-là en tant que tel, mais c'est vrai qu'on est en train, toute l'industrie de la cosmétique, enfin une grande partie de l'industrie de la cosmétique, pardon, pas tous. Donc 70 acteurs de la beauté au niveau mondial se sont rassemblés pour élaborer ensemble un score d'impact environnemental de la filière. Et ça, c'est une avancée majeure pour le consommateur, parce que c'est super d'avoir un score d'impact environnemental L'Oréal, mais c'est encore mieux quand on peut le comparer dans un même linéaire, j'en sais rien, un linéaire capillaire, par exemple, d'une grande surface, de pouvoir comparer les marques de L'Oréal avec les marques d'Henkel, avec les marques de Procter & Gamble, par exemple. Ok. Et ce qui est intéressant aussi sur toute l'éco-conception, c'est que c'est pas seulement sur des produits premium. Et vous le disiez tout à l'heure, vous êtes plutôt responsable de produits accessibles en supermarché. Comment on allie la rentabilité et l'impact pour en faire bénéficier des foyers un peu plus modestes qui n'auraient pas forcément les moyens d'agir avec leur portefeuille sur les sujets impact? Alors, je dirais que c'est presque intrinsèquement la force du groupe L'Oréal. Je vous parlais de nos 4 divisions. Donc, je dirais, dans l'ordre de taille, vous avez donc la division grand public qui propose justement de la beauté accessible à tous, donc en hypermarché, supermarché, avec des marques comme L'Oréal Paris, Maybelline, Garnier. Vous avez la division luxe qui, elle, est tout ce qui est vendu en sélectif, Sephora, Marionneau, Nocibé, avec des marques comme Lancôme, comme Armani, comme Saint-Laurent. On en a une trentaine. Vous avez ensuite une division qu'on appelle beauté dermatologique. C'est toute la beauté vendue, enfin de la dermocosmétique vendue en pharmacie, avec des marques comme Vichy ou La Roche-Posay, par exemple. Et puis enfin, la division des produits professionnels. Donc là, ce sont toutes les marques qui sont vendues chez les coiffeurs, comme Kérastase ou L'Oréal Professionnel. Et donc, vous voyez bien qu'il y a déjà tout un éventail, en fait, de marques qui couvrent un spectre de prix très, très large, en réalité. C'est dingue, parce qu'en tant que consommateur, on ne se rend pas du tout compte que toutes ces marques, elles appartiennent à L'Oréal. En France, on a plus d'une 50aine de marques. Et je ne vous ai pas parlé aussi des marques patrimoniales qui, elles, ont un rôle hyper important dans l'accessibilité, justement, du produit éco-conçu. Ce sont des marques franco-françaises qui n'existent quasiment qu'en France, comme des marques comme Narta, Ushuaïa, Cadom, Mixa, qui, elles aussi, ont un rôle hyper important parce que ce sont des marques, je dirais, un peu chouchou des Français. On a évoqué tout à l'heure dans la préparation la marque Ultra Doux aussi, qui est une marque très, très puissante en France, présente dans presque plus de 12 millions de foyers. Donc, proposer des produits éco-conçus sur ces marques-là qui sont très consommées, qui sont des marques de confiance, qui sont des marques qui parfois ont plus de 50 ans, 60 ans d'existence, c'est aussi la force du groupe. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on rend un peu la beauté durable accessible au plus grand nombre. On arrive à transformer les foyers les plus aisés sur le sélectif, mais aussi à avoir des offres accessibles pour les foyers les plus modestes. Mais alors, ça vous coûte plus cher de faire de l'éco-conception par rapport à faire comme on a toujours fait Alors, en grande partie, oui, bien sûr, parce que souvent, on va chercher des matières premières, des ingrédients qui, effectivement, sont issus de nouvelles filières. Donc, il faut tout défricher, et ça a un coût.
Il y a le coût de la recherche et de l'innovation aussi, bien sûr. Mais je dirais que ça, c'est aussi une mécanique qu'on connaît bien chez L'Oréal, c'est-à-dire financer l'innovation. Et l'innovation, comme l'innovation durable, en fait. C'est toujours plus cher de défricher, d'avoir quelque chose de nouveau, d'aller chercher, ce que je vous disais, des nouveaux ingrédients, des nouveaux matériaux d'emballage. Mais je dirais c'est pire si on ne le fait pas. Et de toute façon, en passant à l'échelle, c'est comme ça aussi qu'on arrive à faire baisser nos prix de revient et à pouvoir... c'est une question de volume, en fait. Scaler, passer à l'échelle. Super. Et alors, comment, dans l'autre sens, cette éco-conception a fait peut-être évoluer les comportements des consommateurs? Donc, on a vu que ce n'était pas forcément eux qui avaient impacté votre engagement dans l'impact. Mais alors, comment vous les avez fait évoluer? Est-ce que vous avez un peu des exemples précis? Alors, je dirais que c'est la puissance de nos marques, quand même, qui, encore une fois, on vient de l'évoquer, sont des marques de confiance, des marques désirables, qui jouent vraiment ce rôle, en fait, d'insider, de tuteur, d'exemple. Et comment on fait? On utilise, je dirais, ce qu'on sait bien faire chez L'Oréal. C'est justement la force aussi de nos stratégies de communication. C'est la force de conviction de nos égéries aussi, qui nous aident beaucoup. Et donc, pour moi, on est quand même au début de la transformation du marché de la beauté. Donc, ce n'est pas encore l'explosion qu'on attend tous. Mais quand même, aujourd'hui, sur le marché, dans toutes nos divisions, sur quasiment toutes nos catégories de produits, on propose des recharges. La recharge, c'est un outil extrêmement puissant de réduction de l'intensité packaging par le réemploi. Et donc, quand vous utilisez une recharge, que ce soit une recharge de parfum, de shampoing, de gel douche, de soins de la peau, en moyenne, vous réduisez de 50% les poids de matériaux que vous auriez utilisés si vous aviez acheté ce qu'on appelle un produit par an, donc le produit standard traditionnel. Donc c'est hyper puissant. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de travailler vraiment nos stratégies de communication pour les rendre visibles et puis aussi les rendre désirables. Et ne pas faire croire à nos consommateurs que c'est un produit dégradé. Non, ce n'est pas un produit dégradé, c'est un produit qui est extrêmement utile, qui est très pratique, qui est écologique et qui aussi est souvent plus économique. Et justement, tous ces sujets de communication, c'est clé, quoi. Comment on arrive à engager le consommateur dans une communication responsable sur des sujets de changement du comportement avec l'éco-conception, mais aussi de représentation, de diversité. Je sais que vous travaillez avec des agences et des médias là-dessus. Expliquez-nous un petit peu comment vous gérez toute cette communication responsable. Alors, c'est pareil, c'est un sujet... je dirais cooking chez nous, mais c'est drôle parce que pas plus tard qu'hier matin, en fait, on a réuni chez nous les 100 managers qui travaillent sur le marketing et la com pour justement faire un espèce de gros kick-off de ce que veut dire communication de responsable, qu'attendent de nous les pouvoirs publics, qu'attendent de nous les consommateurs, qu'attendent de nous aussi le monde militant. C'est important aussi de le considérer. Et puis, qu'est-ce qu'on attend aussi, nous, L'Oréal, de cette population marketing et communication? Et donc, on a décrypté plein de choses. Ce qui était super aussi, c'est qu'on avait notre agence média, qui est notre agence partenaire, qui est Publicis Média, qui était avec nous, pour nous aider aussi à décrypter ces sujets. On avait France Télévisions qui était là. Et on a partagé aussi de nombreux exemples de ce qui existe aujourd'hui, parce que c'est vrai que parfois, c'est difficile, en fait, de se projeter dans... demain, une pub qui a conscience de son impact, qui prend en compte cette notion d'urgence. Qu'est-ce que ça veut dire pour un marketeur, pour quelqu'un qui travaille sur La vie est belle de Lancôme? Comment il peut se projeter là-dedans? Et donc, on a partagé de nombreux exemples de ce qui existe déjà. Et puis, c'était extrêmement intéressant parce qu'on a eu le témoignage de Anne Holmes, qui est la patronne des programmes de France Télé, qui nous a raconté comment eux, ils intégraient cet enjeu de responsabilité dans leur fiction, dans la représentation des femmes, dans la représentation des familles, une famille monoparentale, le mariage homosexuel. Il y avait tous ces sujets effectivement d'inclusion, et puis aussi comment ils éco-produisent désormais plusieurs de leurs fictions. Et donc c'était hyper inspirant. Ce qui a beaucoup plu aussi à nos équipes, c'est que c'était très concret. Et on leur a montré aussi que même chez nous, chez L'Oréal, on fait déjà des choses. On travaille déjà sur de l'éco-production. Et notamment la marque Garnier qui est assez en avance sur ce sujet, et parfois c'est des choses que les autres équipes marketing ignorent en fait. Et quand, en fait, s'ils se parlaient avec Garnier, ils pourraient s'échanger un peu des pratiques. Bien sûr. Et vous avez la connaissance dans le groupe, mais ça commence à être tellement grand qu'il faut la bien sûr, diffuser. Et c'est là ma force, c'est d'avoir cette vision transversale pour pouvoir partager un peu les bonnes pratiques au sein des divisions qui, effectivement, ont peu de points de rencontre.
Et alors, à côté de l'environnement, il y a tout ce qui est vos pratiques sociétales, notamment sur la sensibilisation, sur le harcèlement de rue, ou le cancer et les effets secondaires de la chimio chez les femmes. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos engagements dans ce sens et comment ça s'intègre au reste ? Alors nous, ça fait longtemps chez L'Oréal qu'on a pris conscience que nos marques avaient un rôle sociétal. Et en fait, c'est assez historique chez nous. Ça date de la fin des années 70 avec ce fameux slogan de préférence de L'Oréal Paris, parce que je le vaux bien, qui a été pour nous le point de départ de ce qu'on appelle le Woman Empowerment, que effectivement les produits L'Oréal Paris avaient en eux cette force de pouvoir donner de la liberté aux femmes, de les émanciper, de leur donner le goût de se maquiller, de se coiffer, d'être belles pour elles. Pas pour leur mari, pas pour l'image qu'elles pouvaient renvoyer à l'extérieur, mais pour elles. Et je dirais, depuis ce temps-là, on a envie, on veut que chacune de nos marques puisse aussi apporter sa pierre à l'édifice d'un meilleur vivre ensemble, de pouvoir contribuer justement à l'évolution de la société. Donc, vous l'évoquiez effectivement avec L'Oréal Paris, qui continue avec ce programme de lutte contre le harcèlement de rue qui s'appelle Stand Up, qui est un programme qu'on a développé avec la Fondation des femmes et puis une ONG qui s'appelle Right to Be, qui effectivement promeut un programme de formation pour que vous, comme moi, on puisse peut-être savoir comment réagir quand on voit une femme être victime de harcèlement dans le métro, dans un bar, dans une salle de sport, etc., sans se mettre en danger. Vous l'avez évoqué, il y a aussi La Roche-Posay, qui a élaboré tout un protocole de soins d'accompagnement des femmes qui sont dans des parcours de lutte contre le cancer. Vous avez aussi Saint-Laurent, qui a un programme qui vise à lutter contre les violences conjugales. Vous avez aussi NYX, Professional Makeup, qui, lui, promeut justement toutes les diversités et notamment la communauté LGBTQIA+. Enfin, je pourrais vous en citer plein, parce que toutes nos grandes marques portent ces causes-là. Et on pense que c'est aussi notre rôle de mettre la force de ces marques au service de la société, parce que elles ont une vraie puissance médiatique. Voilà. Et donc, chacune des marques a un petit peu son combat. Son territoire, oui. Et ça vient d'elles et pas du centre. Ouais, c'est des choix des marques, absolument. Parce qu'elles essayent, bien entendu, de trouver une cause qui va être en résonance avec leur ADN, en fait. Oui, et leur clientèle. Exactement. Leur profil de consommateur et les communautés qu'elles ont déjà, en réalité. Ok. Et donc, vous voyez tout ça d'en haut au niveau central et vous essayez de mettre un peu des synergies, peut-être. Il peut y avoir des causes qui vont ensemble. En revanche, au niveau corporate, aussi, nous, le groupe L'Oréal, communique, bien entendu, sur notre programme de transformation durable qui s'appelle L'Oréal pour le futur, qui nous engage sur 26 grands commitments d'ici 2030. Mais on porte aussi, par exemple, on soutient tout un groupe de handi-athlètes et avec lesquels aussi on a élaboré tout un programme de communication, notamment avec un autre média avec qui on travaille beaucoup, qui est TF1, avec qui on a mis en place tout un programme de sponsoring sur une de leurs fictions qui s'appelle Toulouse-Lautrec, qui faisait aussi la part belle à comment des personnes en situation de handicap peuvent se sentir bien dans la société, avec justement ce programme de soutien de nos handi-athlètes. Donc, vous voyez, on peut explorer plein d'autres territoires. Et puis, je dirais, pour conclure, nous, il y a quelque chose auquel on croit fondamentalement, et c'est vrai que c'est pas toujours intuitif pour les gens, mais nous, on pense que la beauté, elle est vraiment essentielle, en fait. Elle a un rôle social et sociétal. Et on l'exprime même dans la lutte contre la précarité. Et ça, moi, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est quelque chose que je porte, moi, avec mon équipe Sustainability. Et donc, on a typiquement un partenariat avec Emmaüs Solidarité, où dans 4 de leurs centres d'accueil en France, on a créé un espace dédié à la beauté, dans lequel vous avez un espace qui peut ressembler à une boutique de produits de beauté. Vous avez tous les produits L'Oréal de nos 4 divisions. Et vous avez aussi un espace qui ressemble à un salon de coiffure et un salon esthétique. Et en fait, c'est un outil qui est à destination des travailleurs sociaux dans un parcours de réintégration, tout comme ils peuvent avoir accès à des formations informatiques, entraînement aux entretiens d'embauche, rédaction d'un CV. Ils ont aussi accès à cet espace parce que la beauté, c'est un outil formidable d'estime de soi. Ouais. Et ça, on l'expérimente, nous, au quotidien dans ces espaces-là. Super. Et alors, du coup, L'Oréal, c'est un insider sociétal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire justement qu'on met notre notoriété au service de cette transformation sociale, sociétale, mais aussi environnementale.
Et c'est parce que nos produits sont déjà dans les salles de bain des Français qu'ils ont un rôle si important, en fait. C'est parce qu'on est leader qu'on a un rôle si important. Et on dit souvent, nous, chez L'Oréal, on touche 1 milliard de consommateurs sur cette planète. Bah, quand on touche 1 milliard de consommateurs, on a effectivement le devoir de leur proposer des produits qui vont les aider à réduire leur impact. C'est ça, être un insider, en fait. C'est que vous êtes déjà là. On est déjà là. Vous êtes déjà dans la salle de bain. C'est ça. Et de là, vous allez changer la société. Exactement. On est déjà dans la salle de bain, on est déjà à la télé, on est déjà en digital, on est déjà à la radio. Donc, les messages qu'on va porter ont un impact, effectivement, bien plus grand que des marques qui démarrent. Et alors, pour vous, votre équipe et L'Oréal de manière plus générale, c'est quoi votre vision sur les prochaines années, les grands projets à venir, les grands chantiers à quoi ça va ressembler dans 5 ans, dans 10 ans? Alors nous, on garde le cap. Je vous parlais de notre programme de transformation L'Oréal pour le futur. Donc en fait, tous nos grands engagements d'ici 2030 sont toujours aussi présents et c'est ça la vision. Donc je ne vais pas vous énumérer les 26 engagements, mais je dirais dans les plus importants, la réduction de 20% de nos intensités packaging, le fait que d'ici 2030, 100% de nos matériaux d'emballage seront recyclés et recyclables, c'est que 100% de nos sites partout dans le monde, soient approvisionnés en énergie renouvelable, c'est le fait que 95% des ingrédients qui entrent dans nos formulations soient biosourcés ou issus de minéraux abondants. Donc vous voyez, c'est vraiment toute la chaîne de valeur de l'entreprise qui est en train d'évoluer. C'est la création de nouveaux métiers aussi, et ça c'est génial, comme le mien par exemple. La communauté, j'aime bien dire ce nombre parce que je suis vachement fière de ça. La communauté Sustainability chez L'Oréal, c'est 400 personnes au niveau mondial. Okay. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc c'est vraiment une boîte qui se donne les moyens et qui a de l'ambition, quoi. Quand vous dites communauté Sustainability, ça veut dire que c'est pas tous des gens leur comme job moi. À plein temps? Des gens comme moi, donc plein temps. Oui, plein temps, ok. Donc c'est votre équipe. Oh bah non, c'est pas la mienne, parce que moi je ne suis que la France. Oui, mais c'est l'équipe dans laquelle mais vous êtes. Effectivement, c'est l'équipe dont je fais partie, tout à fait. Super. Alors, est-ce que vous avez des conseils pour des marques qui voudraient s'engager et aussi montrer l'exemple? Je dirais, on a parlé de la mesure au début de l'entretien. Moi, je pense que ça, c'est hyper important. C'est vraiment de comprendre là d'où l'on part pour se fixer les bonnes priorités. Parce que je trouve qu'en matière de développement durable, il y a parfois des croyances qui font qu'on part sur des sujets qui vont finalement être assez anecdotiques. Donc, je trouve que c'est hyper important de voir là où sont les 20-80 de l'impact. Ensuite, moi, je pense qu'il faut aussi être hyper intègre et en vérité avec soi-même, en fait. Il faut assumer qui on est et puis avancer effectivement un peu en vérité, quoi. Et se dire que y a des choses, effectivement, qu'on pourra peut-être pas transformer ou peut-être pas tout de suite. C'est peut-être trop tôt. Le consommateur n'est pas prêt, j'en sais rien. Le législateur non plus, j'en sais rien. Donc, je pense à ça. Et je pense aussi qu'il faut être hyper patient. Parce qu'effectivement, faire changer des habitudes de consommation, ça prend un temps de dingue. Et or, on n'a pas le temps. Donc, je pense qu'il faut quand même se dire, voilà, être patient et persévérant. Il ne faut pas lâcher. Moi, c'est souvent les messages aussi que je passe en interne quand on dit « Non, mais tu vois, on a lancé ce produit, ça ne marche pas. » Attends, on ne peut pas dire en un an, ce nouveau geste, on n'arrive pas à l'installer. Ce n'est pas possible. Déjà, on est L'Oréal, donc ce n'est pas acceptable. Et deux, ça prend tellement de temps de changer des habitudes. On le voit bien, c'est tellement plus facile de ne rien faire. Et nous, on l'a expérimenté sur typiquement le lancement des shampoings solides qu'on a lancé sur des marques comme Dop ou Ultra Doux en 2020 ou 2021. On voit que ça reste un tout petit marché. Mais c'est pas grave, il est là. Ouais. Et le jour où, d'un coup d'un seul, les citoyens s'en empareront vraiment en masse, on sera là. Et ça explosera ce jour-là. Oui, et il faudra bien, vu les enjeux, l'enjeu de l'eau, c'est certain qu'un jour, les consommateurs se saisiront de ces produits. Super, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses. On va finir, comme on en a l'habitude chez Leaf, avec quelques questions un petit peu plus légères et personnelles, mais toujours en lien avec votre engagement. Donc d'abord, c'est quoi le produit L'Oréal dont vous êtes le plus fier? En tout cas, je dirais celui auquel je crois à mort, c'est les recharges de parfum. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de complètement intuitif. Alors pour le coup, on disait c'est dur de changer ses habitudes, mais alors là, je trouve que sur le parfum, c'est tellement intuitif. Nos flacons sont hyper beaux. Un flacon de parfum, c'est un très bel objet. Donc le garder, le recharger, pour moi, ça fait complètement sens. Parce qu'effectivement, c'est déjà un produit de luxe, il est fait pour durer, en fait. Oui, c'est pas pareil qu'une petite bouteille en plastique. Exactement. Ouais. Donc pour moi, ce produit-là, il est d'une logique absolue.
En plus, on les a bien pensées, nos recharges. Elles sont complètement standardisées. Donc, on est vraiment en train de créer une catégorie de produits, en plus, qui est hyper identifiable. C'est toutes les mêmes petites gourdes en verre de 100 ml avec le petit biberon au bout. Enfin, je veux dire, elles se ressemblent toutes. Elles sont hyper pratiques à utiliser. Elles sont évidemment... elles réduisent drastiquement l'impact. C'est moins 100% de métal, moins 50% de plastique, moins 50% de verre, moins 60% de carton. Enfin, franchement, c'est ultra optimisé. Et en plus, elles sont moins chères. Donc, je suis pleine d'espoir sur ce marché. Ouais. Et on le voit déjà, on a déjà des preuves que ça fonctionne, typiquement sur certaines franchises de parfums qui sont des franchises très fidélisantes, comme Angel de Mugler, qui a une signature olfactive très particulière. Donc, on est vraiment sur des femmes ultra fidèles. Ben, les recharges pèsent déjà la moitié du business, en fait. Donc, et ça le flacon marche. Est particulièrement Et le aussi, flacon, cette petite étoile est très iconique. Ouais. Et donc, bah voilà, Angel nous prouve que ça marche. Donc, il n'y a plus qu'à. Donc, il n'y a plus qu'à le faire sur les autres. Exactement. Super. Est-ce que vous avez un film, un livre, un podcast inspirant dont vous voulez nous parler aujourd'hui ? Alors moi, il y a un podcast que j'aime beaucoup, c'est celui du Monde, de Nabil Wakim, qui s'appelle Chaleur humaine. J'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un journaliste qui n'est pas du tout dans le jugement et qui est vraiment dans le décryptage et la pédagogie. Et donc, j'aime beaucoup écouter ce podcast. J'apprends toujours beaucoup de choses. Super. Demain, en un mot. Détermination. Déter. Parce qu'il faut être déter pour y arriver. C'est souvent ce qu'on nous dit sur qu'est-ce qui fait un bon responsable RSE. C'est vraiment faut être positif, déterminé et y aller malgré tous les vents contraires. Et si demain, vous étiez présidente, qu'est-ce que vous feriez comme première bataille ? L'éducation. Je mettrais beaucoup d'argent dans l'éducation, vraiment. Remonter des écoles solides, intéressantes, qui vont former justement les générations au monde qui vient. Pour moi, c'est la clé. Très bon programme, hein, je vote pour vous. Merci beaucoup, Élodie. Donc, vous êtes une leader dans le monde de l'ESG. Vous avez réussi à convaincre et à changer les comportements de consommateurs par milliers. Donc, c'est très impressionnant et c'est super pour nos auditeurs d'entendre ce que vous mettez en place au quotidien depuis notre salle de bain. Donc, merci de nous avoir partagé tout ça. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour le prochain épisode de LIF.